Bonjour à tous. Là, je vais vous parler de douleur animale. Comme c'est un congrès grand public, je ne vais pas entrer dans des détails médicaux, voire vétérinaires, mais plus aborder cette notion sur un chemin pluridisciplinaire, voire croisé. Et on va commencer d'abord par prendre un détour et contourner en fait tout l'historique de cette notion de douleur animale pour voir à quel point cette douleur est complexe, très tributaire de tout un monde philosophique, religieux, historique, social, culturel. Ensuite, on va essayer de la définir, cette douleur animale, euh, avoir peut-être des arguments un peu plus objectifs pour savoir de quoi on parle. Et enfin, on finira par la relier à d'autres notions, comme par exemple le bien-être animal. Donc, effectivement, dans le contexte actuel, on sent bien, d'où ce congrès, la, la sensibilité croissante des humains, des hommes, pour la douleur animale, telle qu'elle pourrait se manifester dans les laboratoires de recherche, dans l'élevage, les abattoirs, dans les spectacles d'animaux, dans les cirques, même dans les parcs zoologiques, mais même aussi au sein des foyers, chez les animaux domestiques. Bien sûr, aussi, on parle de douleur, même et de souffrance au niveau des écheveaux également. Donc, c'est vraiment omniprésent. Et cette sensibilité croissante, je pense que c'est dû aussi à une mutation, un changement assez profond que les hommes ont avec les animaux. Cette relation homme-animal qui est en train de muter. Et un des facteurs prédisposants, même favorisants, c'est l'urbanisation. Je pense que les animaux de ferme sont restés à la ferme et avec l'urbanisation, les seuls animaux avec qui on a contact, privilégiés, proches, c'est les animaux domestiques. Et donc du coup, on va extrapoler peut-être nos perceptions, nos connaissances, nos émotions sur ces animaux domestiques et surtout, ces animaux domestiques vont être un référentiel par rapport à la condition animale d'une façon générale et bien sûr à la douleur animale. Et donc, la, l'approche est forcément pluridisciplinaire. On ne peut pas ne pas prendre en considération les composantes éthiques, religieuses, culturelles. Par exemple, j'ai travaillé en Indonésie et dans des pays musulmans, donc, et dans ces pays, l'euthanasie est interdite, n'est pas autorisée. Alors, quand vous êtes dans un cas clinique où vous avez un animal qui est en stade terminal d'une pathologie et sur lequel vous savez que vous ne pouvez pas grand-chose et que vous avez ce devoir en tant que vétérinaire, professionnel, mais aussi en tant que moral, d'abréger les souffrances, eh bien, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de jugement, c'est un fait, c'est factuel. Donc, la douleur, c'est un autre plan. Donc, il ne s'agit pas de juger, il s'agit juste de voir à quel point ces notions sont subjectives et qu'on on est dans un même travail, des confrères qui sont dans un même travail, mais ils ont peut-être une conception différente de la douleur. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça, cette notion. Et on se rend compte aussi que l'action humaine, elle est à cause ou grâce à ses impacts, va agir sur l'animal, notamment sur la souffrance. Elle peut l'atténuer, elle peut l'aggraver, ou elle peut tout simplement être indifférente. Donc cette notion de pouvoir d'action sur la souffrance animale nous donne aussi une certaine responsabilité morale qu'on acquiert de plus en plus. Alors, l'histoire de la douleur animale. Ce qui est intéressant, c'est que depuis l'Antiquité, l'histoire de la douleur animale est très intimement reliée à la douleur et à la conscience qu'on peut avoir les hommes, les humains, par rapport à leur propre sensibilité, à leur propre douleur, par rapport à celle des autres, et d'une façon générale, à l'ensemble du vivant. Alors, Platon, avec sa théorie de la métempsychose, donc c'est l'âme qui transmet de corps en corps, homme ou animal, suggère du coup qu'il y a une sensibilité équivalente entre l'homme et l'animal, puisqu'il y a cette métempsychose et du coup il va forcément attribuer à l'animal une sensibilité, une douleur qui lui est propre, parce que c'est la même que la sienne. À l'inverse des stoïciens, qui eux, l'absence de langage va plutôt être signe d'absence de douleur. Et donc c'est vraiment l'inverse. Plutarque était un des premiers à dire que l'intelligence animale était
équivalente à l'intelligence humaine. Et du coup, il va initier finalement ce cheminement de pensée qui va être suivi par d'autres penseurs comme Lucrèce, comme Montaigne, comme Rousseau, comme Adam Smith, et tous ces penseurs vont justement influencer notre conception actuelle et suggérer à l'homme de donner plus d'humanité, d'apporter plus d'humanité aux êtres sensibles. Vous pensez évidemment à Descartes. Et Descartes, je pense qu'on a été trop dur avec lui parce qu'en fait, à la fin de sa vie, il n'était pas si catégorique, en fait, il était même nuancé par rapport à sa théorie de l'animal-machine. Lui, il voyait effectivement une continuité dans les corps matériels entre l'homme et l'animal. En revanche, l'esprit de l'homme était pour lui spécifique et n'était pas a priori présent chez l'animal. Donc il y avait une discontinuité de l'intériorité entre l'homme et l'animal. Et du coup, pour lui, animal-machine, lui, il pense que l'animal ne pensait pas ou n'avait pas de sensibilité ni de douleur parce que rien ne pouvait lui prouver le contraire. C'est plus dans une démarche en fait intellectuelle cartésienne qu'il a écarté en fait ces notions de douleur animale. En revanche, Malebranche, lui, donc contemporain, était plutôt catégorique et il a totalement nié la douleur et la sensibilité animale pour des raisons théologiques. Donc, vous voyez, en fait, cette notion de douleur, elle a beaucoup influencé la science, la science contemporaine de l'époque. Sauf que au cours du XVIIIe siècle, avec les progrès de la médecine, notamment au niveau de l'anatomie comparée, on a vu qu'il y a de plus en plus de similitudes entre l'animal et l'homme, et du coup, les notions d'animal-machine commençaient à s'effriter par les évidences qu'il y avait des relations vraiment très propres et très objectives entre l'homme, un animal et l'homme. Seulement, au début du XIXe siècle, la douleur humaine était perçue quasiment avec indifférence par le milieu médical. Et à tel point que même au début du XIXe siècle, on pensait même que la douleur était un élan vital, une sorte de paramètre qu'il ne fallait pas lutter contre, parce que ça rentrait dans un élan vital de guérison, et la douleur permettait d'orienter les diagnostics. C'était carrément l'inverse dans cette démarche-là. C'est pas le vitalisme en fait. Et ça, c'est un courant qui a été assez majoritaire en France. Et heureusement, au cours du XIXe siècle, avec les connaissances en physiologie de la douleur, du système nerveux central, système nerveux périphérique et autonome, on a pu découvrir de plus en plus des analgésies, des anesthésies, et enfin, on a pu mettre en médecine humaine d'une façon de plus en plus routinière l'utilisation des anesthésiques et des analgésiques. Seulement, il faut attendre le milieu du XXe siècle pour qu'on parle, ou plutôt qu'on commence à considérer la douleur animale. Et donc, du coup, là, les vétérinaires, mais qu'est-ce qu'ils font les vétérinaires? Eh bien, tous les protocoles anesthésiques étaient extrêmement rares. Et si on pensait traiter la douleur, ce n'était pas pour l'animal. C'était pour des raisons économiques ou pratiques. On traitait la douleur d'un animal parce qu'on voyait que lorsque l'animal souffre, il devient agressif. Donc, pour faciliter des manipulations, des travails, des conforts chirurgicaux même, on allait traiter la douleur juste par confort et par aussi souci économique parce qu'on savait qu'un animal qui souffrait ne produisait pas autant qu'un animal qui allait bien. Donc, on traitait la douleur, non pas pour le bien-être de l'animal, mais pour des raisons purement factuelles, économiques et pratiques. Donc, rien à voir avec aujourd'hui. Et bien sûr, vous savez, avec le début des années 50, avec l'industrialisation des élevages modernes, où on a des hangars à 5000, 6000 têtes de bovins, on rentre dans une machinerie vraiment moderne, où d'ailleurs, c'est bien flagrant, on ne parle plus d'élevage, on parle de production animale. Mais moi, lorsque j'ai passé mon master de production animale, je parlais de production animale, et non pas d'élevage en milieux tropicaux, mais production animale en région tropicale. On est vraiment dans une notion de production, et cette notion de production va encore plus éloigner l'animal de l'homme, et qui lui va se réfugier encore plus vers l'animal domestique. Donc il y a un biais cognitif, un biais émotionnel énorme qui va se créer, et du coup ce biais est tellement énorme que les animaux, comme vous le savez, dans beaucoup d'endroits ou beaucoup de circonstances, ne sont que des machines totalement déshumanisées, désanimalisées,
et pour ne rester finalement qu'une production. Et c'est dans ce contexte justement d'extrême désanimalisation, d'extrême déshumanisation même, que va se créer bien sûr toutes des comités, toutes sortes de regroupements intellectuels de différents horizons, des vétérinaires, des éthologues, des philosophes, des économistes, des scientifiques, et vont créer ce mouvement d'animal welfare, de bien-être. Et bien sûr, les personnes même qui parlent dans ce congrès ou qui écoutent en sont les héritiers de tout ça. Alors, vous voyez que l'historique même, la notion même est dynamique, elle n'a pas d'existence propre, comme toute chose de toute façon. Et du coup, aujourd'hui, comment traiter la douleur? Comment parler de la douleur? Alors, en fait, je pense qu'il y a trois thèmes sur lesquels on pourrait s'articuler. D'abord, le couple douleur-souffrance. On ne peut pas parler de douleur si on ne peut pas parler de souffrance, et donc implicitement de conscience. Donc ce couple douleur, conscience, souffrance, il est particulier parce que lorsqu'on parle de douleur, on pense à l'émotion, on pense à conscience, on pense à soi, on pense à une théorie de l'esprit, donc c'est un concept vraiment particulier. L'autre gros thème, c'est la statut morale. Parler de douleur au niveau moral, si vous êtes dans un contexte particulier, je parlais par exemple la pratique vétérinaire en médecine vétérinaire dans des pays où l'euthanasie est interdite, où est la morale? Est-ce que la morale finalement théologique est plus importante que la morale de la douleur en elle-même? Est-ce que la responsabilité que je vais avoir moi par rapport à mes exigences religieuses et culturelles, est-ce que ça va faire le poids par rapport à mes exigences morales par rapport à la douleur? Et ce n'est pas une question à laquelle on va répondre facilement, puisque lorsque vous êtes dans un contexte particulier, dans une structure, et tout un pays où l'histoire est prédominante et très importante, vous ne pouvez pas dire ça c'est blanc, ça c'est noir. Et c'est très très complexe. Et il faut le comprendre et surtout le vivre pour en parler au mieux en fait. Et le troisième, parce que si vous n'en parlez pas au mieux, du coup vous cassez le débat. Si vous n'êtes pas ouvert justement à cette approche intégrative culturelle, ben, votre débat n'a pas de sens. Et enfin, bien sûr, le troisième thème, c'est bien sûr l'aspect économique, technique, dans lequel se place la douleur animale. Est-ce que les aspects économiques vont être suffisants pour apporter un débat constructif? Très simple, le foie gras, les élevages. Est-ce que cette composante culturelle et économique va être suffisante pour faire avancer les choses? Je n'ai pas de réponse. Mais c'est juste en prendre conscience de cette enveloppe justement thématique dans laquelle on doit être et travailler pour avoir un débat constructif. Alors, comment faire? Comment faire pour avancer dans tout ça? On va se fixer sur des choses qui sont, à la limite, moi personnellement, dont j'ai plus l'habitude, c'est la science. La science notamment du comportement, les sciences vétérinaires, où on va avoir une connaissance de plus en plus accrue, de plus en plus profonde de l'animal, des capacités animales, notamment ses capacités cognitives, intellectuelles, émotionnelles. Et donc du coup, toutes ces données nouvelles vont nous permettre justement d'argumenter peut-être notre discours dans notre contexte particulier. Et on ne va peut-être pas changer, mais on va apporter au moins des éléments stables, solides, sur lesquels on peut s'appuyer et avancer. Et jamais, justement, malgré ces arguments scientifiques, démontrés du coup, ne jamais oublier qu'on parle toujours dans un contexte particulier et qu'on aura beau avancer des arguments qui nous semblent les plus objectifs possibles, si on ne parle pas la même langue que la personne, le débat reste stérile. Parce que moi, si je parle d'un point de vue rationnel et que la personne me parle d'un point de vue émotionnel, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Si je parle d'un point de vue scientifique et la personne me parle d'un point de vue culturel, on ne se comprend pas. Donc du coup, lorsqu'on parle de douleur à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est toujours prendre en considération et toujours avoir conscience dans quel contexte on travaille en fait. Et voilà, et du coup,
un exemple type, pareil, je reprends l'exemple de l'euthanasie. Je suis sur un cas clinique, je sais que je ne peux rien faire pour l'animal, donc la seule façon d'abréger ses souffrances, c'est l'euthanasie. Mais si je fais ça, je vais mettre en porte-à-faux avec toute une structure, et du coup, ces antagonismes, ces tensions vont finalement peut-être m'empêcher de soigner mieux un autre animal. Donc, c'est extrêmement complexe. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut avoir justement une certaine intégrité et surtout une certaine ouverture d'esprit, malgré tout, sur le fait de qu'est-ce qu'on veut en fait. Euh, est-ce on veut avoir raison ou alors est-ce qu'on veut faire au mieux? C'est totalement différent. Et maintenant, la douleur, si on laissait la définir. Pendant très longtemps, les cliniciens et médecins humains ont défini la douleur comme une sensation qui témoigne d'un traumatisme ou d'une agression tissulaire ou apparaissant au cours d'un développement d'un processus pathologique. Ça suppose qu'il y a toute une absence du contexte et du cortège émotionnel que peut entraîner la douleur. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, cela suppose aussi la non-considération d'une douleur qui dure, qui se prolonge dans la durée, et d'une certaine chronicité, parce que parfois, on peut avoir une douleur dont l'origine n'est pas forcément corporelle, et qui est parfois bien plus importante qu'une origine organique qui a été définie. Donc, ça, c'est une chose. Et du coup, on remarque aussi, c'est que lorsqu'on essaie de définir la douleur, ben, on ne peut pas parce que cette douleur est variable. Vous et moi avons un taux de support et puis de résistance à la douleur qui est totalement différent. Les femmes, lorsqu'elles ont des règles, je pense qu'elles souffrent, mais elles ne le montrent pas. Et par contre, je pense qu'on transpose cette douleur à un homme, je peux vous dire qu'il va en... bon, voilà, vous me comprenez. Et voilà, cette notion de perception de la douleur, pour elle, bon, elle sent ça régulièrement, donc du coup, mais elle souffre. Mais c'est une douleur qui est acceptée, donc du coup, elle est presque naturelle, elle est naturelle. Alors que chez un homme, ça sera différent. Donc vous voyez, il y a une variété de la douleur aussi, qui est si elle est acceptée ou pas, si elle est naturelle ou pas. Et donc ça, c'est super intéressant, puisque du coup, est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est pathologique? C'est pas pathologique, et pourtant c'est une douleur. Et donc du coup, on voit que cette variabilité de la notion de douleur, elle est influencée par l'environnement, par l'éducation. Si on ne vous a jamais appris à ne pas pleurer, on vous a toujours dit, si tu pleures, tu n'es pas un homme, il ne faut pas montrer tes sentiments, il ne faut pas montrer tes émotions. Ben, la personne n'a jamais montré ses émotions, et donc elle va enfuir ça en elle, elle ne va pas montrer la douleur, et elle va être stoïque comme on lui a montré. Et est-ce qu'il souffre? Donc voilà, toutes ces choses-là, cette perception de la douleur, vous voyez que déjà même en notion humaine, elle est extrêmement variable d'un pays à un autre, mais surtout d'un individu à un autre. Et si vous saviez qu'en fait, c'était seulement en 1987 qu'est sorti le premier article sur la douleur du nouveau-né. En 1987. Et en 1996 seulement est sortie la douleur sur un enfant handicapé. On ne parlait même pas de douleur des fœtus, ni même de douleur animale, mais seulement en 1996, on parlait enfin de douleur chez les personnes handicapées. Et enfin, heureusement, ça a évolué après les années, bien sûr, 2000, où il y a de plus en plus de conférences et d'articles qui ont été publiés, enfin, sur la douleur humaine et progressivement sur la douleur animale. Donc c'est très récent en fait. Là, on a l'impression de parler de douleur comme si c'était une origine universelle et qui a daté depuis une façon de Mathusalem, mais non, c'est extrêmement récent. Et depuis que je parle tout à l'heure, vous voyez qu'en fait, ce sont une notion extrêmement subjective et dynamique. Et du coup, la douleur, maintenant, d'après l'International Association of Study of Pain, elle définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, et décrite en termes évoquant une lésion. Donc maintenant, on prend en compte l'aspect émotionnel, bien sûr, l'aspect aussi potentiel, mais aussi l'aspect adaptatif, dans le sens où la douleur va arriver lorsque vous pouvez ou difficilement adapter cet événement.
en fait. On ne parle plus de pathologie, on parle d'une sensation désagréable. Donc là, c'est beaucoup plus logique. Et du coup, cette douleur, elle est variable, puisqu'en fait, comme je disais, ça dépend des individus, qui va mettre la frontière, finalement, d'une façon totalement individuelle, culturelle et historique, etc., etc., etc. Douleur animale, elle est définie maintenant comme une expérience sensorielle et émotionnelle, donc c'est déjà beaucoup, sensorielle et émotionnelle, aversive, représentée par la conscience que l'animal a de la rupture ou de la menace de rupture de l'intégrité de ses tissus. Donc, à l'heure actuelle, on parle de douleur animale, et dans ces douleurs, on reconnaît son expérience sensorielle et émotionnelle avec une notion de conscience. Donc, sensorielle, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau de réaction motrice. Par exemple, un animal, je lui pince la patte, il va faire un réflexe de retrait, donc une réaction sensorielle, motrice, donc de protection. Lorsque je vais faire l'injection, s'il est douillet, il va s'enfuir. Donc c'est une réaction, là c'est une douleur et je peux l'objectiver par sa réaction motrice et sensorielle. Il y a aussi des réactions neurovégétatives. Par exemple, un animal qui va avoir une douleur va induire des réactions au niveau de son système neurosympathique et neurovégétatif. Et il va avoir par exemple une constipation, ou alors il va avoir une anorexie, il va avoir une apathie, ou alors la diarrhée. Un animal qui souffre, il va avoir la diarrhée parce qu'il va stimuler par exemple ses muscles lisses. Donc, du coup, il va augmenter de façon pathologique son transit dû à la douleur et au stress aussi. Donc, il y a une réaction objective, neurovégétative, que je peux observer par cette expérience sensorielle. Et enfin, bien sûr, des réactions comportementales. Un animal qui souffre, qui a une douleur, il va être apathique. Par exemple, un oiseau qui va avoir mal, il va rester comme ça, complètement renfermé sur lui, parce qu'il aura mal. Une grenouille ne va pas bouger. Un serpent, idem. Un mammifère, pareil. Ou alors, il aura avoir mal, il va tourner partout. Donc, il va changer son comportement, une réaction comportementale. Un syndrome très très connu chez les oiseaux, notamment les piscicidés, c'est le piquage. L'animal, le perroquet qui se pique les plumes. Donc ça, c'est typiquement un signe de mal-être, de douleur à rechercher. Et donc voilà, c'est vraiment une expérience sensorielle. Et là, on touche un aspect beaucoup plus objectif et vérifiable. On parle de conscience aussi dans la douleur animale. Et la conscience, elle est présente grâce à toutes ces études de sciences cognitives par les éthologues, les vétérinaires et autres scientifiques qui ont permis de démontrer que l'animal possédait bien sûr une sensibilité, mais aussi des émotions individuelles ou de groupe, envers soi-même ou envers les autres, ou envers une espèce interspécifique. Donc, et cette douleur peut être justement conscientisée grâce à toutes ces études qui ont montré l'existence justement d'une conscience, d'un esprit chez l'animal. On parle de conscience spécifique dans le sens où on ne prend pas seulement en compte la douleur au niveau taxonomique, c'est-à-dire au niveau d'une population animale, mais aussi on prend conscience et on prend en considération une dimension individuelle. Genre, un orang-outan va présenter des signes de douleur par certains stimuli, alors qu'un autre, avec les mêmes stimuli, n'aura pas forcément les mêmes douleurs. Donc, il y a aussi chez l'animal une notion d'individualité également. Et moi, j'aime bien, en fait, lorsque je parle de douleur, montrer à quel point elle est polymorphe. Par exemple, je vous expliquais que lorsqu'on a une douleur, on pouvait avoir une réaction au niveau du système neurovégétatif. Donc, ce système neurovégétatif, par exemple, il va entraîner une tachycardie, augmentation de la fréquence cardiaque. Cette tachycardie va entraîner une constriction, donc une diminution de la vascularisation périphérique. Du coup, les tissus sont moins perfusés. Et donc, on a ce qu'on appelle une acidose. Et donc, du coup, une fragilité tissulaire. Donc, une fragilité tissulaire est une réaction à une douleur. Donc, si on soigne une fragilité sans penser à la douleur, on passe peut-être à côté d'autre chose. Je vous parlais aussi de l'action sur le dysfonctionnement de la fonction motrice intestinale. Soit on peut avoir une diarrhée, ou soit on peut avoir carrément une diminution de la motilité et donc une stase. Un serpent qui arrive en consultation
ou dans la clinique avec une stase digestive, donc un corps étranger ou un gros fesses qui n'a pas transité, on peut opérer la stase digestive, mais si on ne va pas plus loin, on ne va pas chercher l'origine qui était peut-être une douleur quelque part. Il y a aussi le fait que ça joue, bon ça c'est un peu complexe, sur l'adénohypophyse. Donc, en gros, ça joue sur la sécrétion de corticoïdes endogènes. C'est très bien, puisque les corticoïdes endogènes vont entraîner une analgésie naturelle. Et le souci, c'est qu'à force de sécréter une analgésie endogène, on va jouer sur un changement immunitaire. Dysfonction immunitaire entraîne des risques d'allergie et surtout des risques infectieux. Donc, une infection, quelque part, peut être finalement une succession, une suite logique d'une douleur quelque part. Donc, vous voyez comment elle est polymorphe. Et enfin aussi, la douleur agit sur l'adénohypophyse, qui entraîne directement le centre de l'anorexie, de la faim. L'animal qui ne mange pas parce qu'il a mal quelque part. Donc, vous avez vu que la douleur, même au niveau de la réaction physiologique, est totalement, vraiment très polymorphe. Mais ce qui est intéressant aussi, mais ça c'est en médecine véto, c'est qu'un syndrome qui peut être un signe de douleur peut être aussi normal. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour les règles, mais là c'est une vraie douleur. Sauf qu'un serpent, un serpent qui ne mange pas, il n'a pas forcément mal. Il peut aussi avoir, ça peut être physiologique, par exemple avant une mue, avant une ponte, l'animal ne mange pas. Il peut aussi avoir un problème nutritionnel, il peut aussi avoir un problème comportemental, par exemple s'il y a trop chaud, s'il y a trop froid, s'il y a des congénères qui l'embêtent, il ne va pas manger non plus. Et donc du coup, on parle de douleur animale ou pas, finalement. Donc vous voyez, cette douleur entre dans un schéma global de l'animal aussi. Ça, c'est une notion particulière qui est très importante que les gens n'ont pas forcément conscience, parce qu'une douleur n'est pas forcément négative aussi, puisque s'il n'a pas la douleur, il ne peut pas survivre. Donc, c'est extrêmement complexe. Et il ne faut pas non plus la combattre, parfois. Alors, souvent les gens, et on le voit en fait finalement, Descartes ou même les stoïciens, lorsqu'ils réfutaient la douleur chez l'animal, parce qu'il y avait finalement une absence de langage narratif, ce qui maintenant on sait qu'on c'est faux, puisque l'animal parle, il n'arrête pas de nous parler, sans même parler comme chez l'animal, hein, mais un langage corporel, un langage, je parlais tout à l'heure d'un langage corporel, mais aussi sensoriel. Donc l'animal n'arrête pas de nous parler avec son langage à lui. Et c'est grâce à ce langage, grâce à toutes les connaissances qu'on peut avoir de langage spécifique d'un animal, on peut dire, ok, tu souffres, donc on va faire quelque chose. Et après, c'est plus complexe encore. Par exemple, j'ai été appelé pour soigner un éléphanteau à Sumatra. C'était un éléphanteau qui ne mangeait pas. Et les vétérinaires ne savaient pas trop quoi faire. Et en fait, c'était un animal qui a une douleur parce qu'il était parasité, etc. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle il était malade, en fait. Il était malade parce qu'en fait, il a vécu un carnage de sa propre famille. Toute sa famille a été tuée par les braconniers et était le seul survivant. Cet éléphanteau était la seule survivante, c'était une femelle. Et donc, il y a un syndrome post-traumatique sur cette femelle. Et donc là, on va au-delà de la douleur, c'est une vraie souffrance, mais c'est une douleur. Et ça agit sur l'adénohypophyse, comme vous savez, donc l'anorexie, etc., etc., etc. Et le traitement, c'est quoi? On ne va pas traiter l'anorexie, on ne va pas traiter les parasites, on va aller à la source, c'est-à-dire le manque affectif. Il y avait un manque affectif sur cet éléphanteau, donc on va y trouver une mère adoptive, on va trouver une arde adoptive, et elle s'en est sortie grâce à ça. Donc, avoir une vision sur cette douleur qui est polymorphe, c'est aussi essayer de comprendre tout le contexte historique de l'animal qui montre une douleur. Mais la douleur n'est pas symptomatique, encore une fois, elle est très complexe et très profonde parfois, qu'il faut chercher à définir. Après, alors j'étais en Suisse et comme exemple, il y a 36 000, j'étais en Suisse et j'ai traité une tortue à 2 têtes, bicéphale. Alors, elle avait une otite. Sur une tête, elle avait une otite, donc vous verrez sur la vidéo. Et voilà, où est la douleur. Est-ce que la tête gauche qui avait l'otite souffrait? Elle avait mal, mais l'autre tête, est-ce qu'elle avait mal? Vous voyez, c'est quand même complexe. Et posez-vous la question, je me la suis posée évidemment, et je n'ai pas la réponse. Mais il y avait une douleur quelque part, mais du coup, elle a mal où? Parce que l'autre tête, elle n'a rien. Les serpents, vous avez peut-être, pour ceux qui sont habitués à des serpents, on dit toujours qu'il faut faire attention au tapis chauffant.
Et parce qu'en fait, les serpents, si vous avez un tapis chauffant qui est trop important, ils s'y brûlent. Alors vous allez me dire, mais il est bête ou quoi pourquoi il reste sur ce tapis chauffant pour se brûler? Pareil, parce qu'il y a des notions comportementales et sur les serpents, il n'y a pas forcément des récepteurs nociceptifs à ce niveau-là, puisque l'animal, le serpent en l'occurrence, aura plus tendance à avoir une stimulation au-dessus de lui et naturellement, il y a très peu de choses qui vont venir d'en dessous, par terre, il y a plutôt de l'extérieur, enfin d'en haut. Donc du coup, une chaleur trop importante, c'est pas naturel, donc il va avoir du coup une lésion très importante, voire des brûlures très très fortes dues à un tapis chauffant. Et pourtant, il peut rester comme ça, brûlé à vif, sans bouger. Alors du coup, voilà, vous voyez que la notion de douleur, elle est présente, mais il ne bouge pas. Parce que la réaction comportementale naturelle, parce que l'animal n'a pas une réponse naturelle à ce stimulus qui n'est pas naturel. Et du coup, on en vient, vous voyez que c'est assez complexe, et on en revient à cette notion de douleur avec d'autres liens, notamment, évidemment, le lien naturel, c'est celui du bien-être animal. Parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, vous avez bien compris avec cette définition de contexte et puis de composante émotionnelle et de conscience, on ne peut pas parler de bien-être animal. Alors, quels sont les indicateurs? Alors, il y en a plein d'indicateurs. Et donc vous verrez, il y a trois grosses étiquettes. Il y a l'indicateur comportemental, on a déjà bien vu par rapport à la réaction comportementale, donc des stéréotypies, de l'apathie, de l'anorexie, donc arrêt de la prise alimentaire, des soins excessifs, la mère qui va excessivement prendre soin de son petit. Donc toutes ces choses-là sont des paramètres comportementaux qui nous permettent d'émettre une hypothèse de douleur ou de souffrance. L'autre gros paramètre, c'est l'aspect physique, bien sûr. L'animal qui est blessé, a priori, s'il a une patte cassée, il doit souffrir. Donc, ok, ça, c'est assez facile. Mais aussi un plumage qui est de mauvaise qualité, un pelage qui est terne, une mue qui se fait mal, ou un risque d'infection. Je vous ai expliqué que l'animal était plus sensible au risque d'infection. Donc, un animal qui présente des infections à répétition, peut-être qu'il faut chercher autre chose que simplement traiter, par exemple, avec des antibiotiques, une maladie bactérienne. Et l'autre grand chapitre de paramètres objectifs, c'est l'aspect bien sûr physiologique. On peut mesurer, par exemple, les corticoïdes dans les fesses, dans les selles, dans les urines, et sur les poils, pour montrer, en fait, pour avoir un niveau de cortisol. Et puis on sait que plus il y a tout de cortisol, a priori, plus l'animal est en souffrance ou alors en douleur. Mais ce n'est pas forcément vrai non plus. Par exemple, on a vu que par exemple, chez les enfants qui jouent, le cortisol est élevé. Chez les animaux qui jouent, parce qu'en fait, ils ont un état de stress qui est normal, qui est ludique. Et donc, du coup, vous voyez, ça dépend encore des circonstances. Il y a aussi le niveau de l'ocytocine. On sait que s'il y a un cytocine basse, du coup, l'animal est peut-être en dépression. Si une haute, elle sera plus, entre guillemets, en sérénité, en joie. On peut aussi mesurer les télomères. Les télomères, ce sont des zones en fait, au niveau des chromosomes. Et lorsque vous avez une souffrance chronique, ces télomères en fait, diminuent. D'ailleurs, ça augmente votre vieillissement. Donc c'est pour ça que les personnes qui souffrent, qui ont des douleurs chroniques, physiques ou psychologiques, ont tendance à vieillir plus que d'autres qui arrivent à mieux gérer ou qui ont moins de douleurs. Et après, il y a un autre paramètre beaucoup plus technique encore, c'est le ratio entre différentes souches de globules blancs. C'est un peu compliqué. En fait, dans les globules blancs, il y a plusieurs familles cellulaires, notamment des hétérophiles, des lymphocytes, etc. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a démontré qu'un ratio, par exemple, d'hétérophiles sur lymphocytes permettait de prédire, ou du moins d'objectiver une souffrance, une douleur chez un animal. Ça a été démontré chez les oiseaux et ça a été aussi démontré chez les grenouilles. Et bien sûr, il y a des études qu'on fait, je ne vais pas démontrer celui-là, mais en tout cas, c'est objectivé chez l'animal. Donc, vous voyez, il y a des indicateurs quand même qui montrent que l'animal est en train de souffrance. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un discours cohérent sur la douleur. Même si je vous ai brossé toute une panel philosophique finalement de la douleur, il y a quand même des éléments objectifs. Mais ces éléments objectifs-là n'ont de valeur et non d'existence, surtout non d'intérêt, que si vous l'utilisez dans un contexte particulier, encore une fois.
et que si ces paramètres-là valent autant que les autres paramètres, puisque finalement, mes paramètres scientifiques objectifs, quelle valeur ils ont par rapport à d'autres? Je ne sais pas. Moi, ce sont mes valeurs. Ce n'est pas forcément la valeur des autres. Donc, du coup, c'est à vous d'avoir conscience de ça, de cette subjectivité, en fait, relativité, en fait, de la perception du monde. Et donc, voilà, en fait, la douleur, c'est une vision globale et l'approche doit être forcément multidisciplinaire, je dirais presque avec humilité, finalement. Que l'idée, c'est de ne pas extrapoler l'idée qu'on se fait de la douleur sur un animal, parce qu'on n'en sait rien. On a des paramètres qui permettent de dire que cet animal souffre avec nos propres paramètres, donc l'aspect médical, vétérinaire. Je sais, d'après mes connaissances, d'après mes paramètres, d'après mes références, cet animal souffre, a une définition de la douleur. Mais pour d'autres, non, pas forcément. Sinon, il n'y aura pas forcément peut-être des abattages rituels. Je ne sais pas. J'imagine. Il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est juste que ce sont des paramètres, des références différents. Et du coup, comment faire finalement? Moi, en fait, de tout ça, je ne vois qu'une seule chose. C'est le travail de la relation de l'homme avec l'animal. En fait, je pense qu'on ne peut parler de douleur, finalement, qu'avec, ou pour, ou d'un être auquel on est proche. Donc, je pourrais parler de douleur de mes enfants, parce que je suis proche d'eux. Je pourrais parler de douleur de mon tapir à la ménagerie, parce que je suis proche de lui, parce que je le connais. Un propriétaire pourra parler de douleur de son chien ou d'un chat, mais il ne pourra pas parler de douleur animale. Donc en fait, je pense que parler de douleur animale, c'est parler finalement de relation de l'homme avec un animal et comment l'animal finalement reçoit, informe, diffuse l'information qu'il veut donner et comment nous la recevons aussi. On le voit on le voit d'une façon flagrante au niveau des animaux domestiques. Un chat qui est malade, très souvent, c'est parce qu'il y a une corrélation. Alors, je ne dis pas tout le temps, mais c'est souvent une corrélation avec le propriétaire. Les animaux sont des éponges émotionnelles. Les chats, encore plus, sont et donc du coup, ils vont être en permanence en empathie et en réception parfois de névroses, de douleurs que le propriétaire présente. Et donc du coup, qui a mal, qui souffre en fait? C'est ça qu'il faut réfléchir. Et pour cela, je pense que la meilleure façon, c'est d'aller encore plus loin dans la relation avec l'animal, du moins celui dont on veut savoir s'il ne souffre pas. Et c'est seulement en le connaissant au mieux qu'on pourra au mieux définir sa douleur. Merci.